Pour commencer cette nouvelle exploration en profondeur, j'aimerais qu'on plante un peu le décor. On va opposer deux mondes qui, franchement, n'ont absolument rien à faire ensemble. Ouais, l'image est assez frappante, c'est vrai. Faut imaginer la scène. On est un mardi soir, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, janvier 2018, et on se trouve dans une banlieue vraiment tranquille de Memphis, au Tennessee. Le cadre typique de la classe moyenne américaine, quoi. Exactement. Et dans l'une des pièces de la maison, une ancienne salle de jeu, il y a un gamin de 12 ans, Jackson Oswalt. 12 ans. Voilà, 12 ans. Normalement, à cette heure-là, on s'attend à ce qu'il soit, je sais pas, affalé sur le canapé devant un jeu vidéo ou en train de râler sur ses devoirs de maths. C'est ce que ferait n'importe quel enfant de son âge. La réalité est radicalement différente. Sa salle de jeu, elle est remplie de pompes à vide qui font un bruit de dingue. Et l'adolescent, il est en train de manipuler des câbles haute tension avec une précision chirurgicale. C'est pas vraiment un jouet. Ah non, pas du tout. Il injecte très exactement 50 000 volts d'électricité dans une espèce de sphère en acier inoxydable. Le but, chauffer un plasma à une température qui dépasse et de très loin celle du cœur de certaines étoiles. Et c'est là que le moment de bascule se produit. Parce que sur son établi un peu improvisé, il y a un détecteur de neutrons qui commence à clignoter frénétiquement. Et ça, c'est pas un bug de la machine. Non, pas du tout. Ce clignotement, c'est la signature physique irréfutable que, dans cette ancienne pièce dédiée aux jouets, au milieu des cartons, ce gamin vient de recréer le processus qui alimente notre propre soleil. La fusion nucléaire vient littéralement de se produire. C'est complètement fou quand on y pense. Et forcément, l'onde de choc s'est pas fait attendre. Genre quelques jours plus tard, t'as des agents du FBI qui débarquent sur le pas de sa porte. Avec les compteurs Geiger et tout. Ouais, l'équipement complet. Leur mission, c'est vraiment de vérifier si ce jeune garçon n'est pas en train d'irradier tout le quartier avec une expérience scientifique qui aurait mal tourné. Et la chute de l'histoire est incroyable. Et ils repartent bredouille. C'est ça, ouais. Ils inspectent tout, ils prennent plein de mesures et ils repartent les mains vides. L'appareil du gamin est parfaitement sûr. Zéro fuite radioactive, zéro danger pour les voisins. Parce que la rigueur de la conception de son installation, en fait, elle a laissé les fédéraux sans le moindre argument technique pour l'arrêter. C'était confiné avec des normes dignes d'un vrai labo professionnel. Et c'est exactement ce paradoxe qui est au cœur de notre décryptage d'aujourd'hui. On a rassemblé une pile de documents assez fascinante pour comprendre cette espèce de révolution silencieuse. On s'est basé sur quoi exactement pour cette plongée Arkens? Alors, on a des enquêtes journalistiques vraiment poussées, notamment les super profils rédigés par l'auteur Tom Kleins. On a aussi des rapports techniques qui viennent de communautés scientifiques open source, genre le fameux forum Fuseur.net. Super source, ça. Ah, ouais, très riche. Et on a aussi des articles d'actualité très récents. En gros, notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment 3 enfants américains à des époques différentes ont réussi l'impossible. C'est-à-dire construire des réacteurs nucléaires fonctionnels dans leur garage. Et au-delà de l'exploit mécanique, c'est surtout d'analyser ce que ça dit sur notre époque, en fait. Exactement, parce qu'il y a une réalité presque troublante qui ressort de tout ça, c'est que la science de très très haut niveau, c'est plus du tout le monopole des labos gouvernementaux ultra secrets ou des campus universitaires à milliards de dollars. Ouais, la barrière à l'entrée s'est complètement effondrée. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut vraiment lever un immense malentendu. Le fameux mot en N. Voilà, le mot nucléaire. Dès qu'on le prononce, l'imaginaire des gens s'emballe. On pense direct à Tchernobyl, à Fukushima ou aux fuites de déchets toxiques enfouis sous terre. C'est pour ça que le FBI a eu si peur. Ouais, on panique direct. Sauf que l'exploit de ces jeunes, il repose sur une distinction hyper importante en physique. Il faut absolument séparer la fission de la fusion. En lisant les sources, cette distinction m'a vraiment frappé. Parce que l'histoire est pleine d'amateurs qui ont essayé de jouer avec la mauvaise forme de physique nucléaire. Oh, tu penses aux Boy Scouts? Ouais, l'histoire de David Hahn dans les années 90. Le fameux Boy Scout radioactif. Lui, il avait essayé de construire un réacteur à fission dans la cabane au fond de son jardin. En grattant du matériel radioactif dans des détecteurs de fumée, c'est ça? C'est ça. Il démontait des centaines de détecteurs. Et ça s'est terminé en vraie catastrophe écologique locale. T'as carrément l'agence de protection de l'environnement qui a dû débarquer avec des mecs en combinaison hazmat pour démanteler sa cabane. Le cas de ce garfon, ça illustre super bien les dangers de la fission. En fait, la fission nucléaire, c'est ce qu'on utilise dans nos centrales actuelles et dans les bombes atomiques classiques. Donc le truc dangereux. Voilà. Le principe, c'est de prendre un atome lourd et instable, genre de l'uranium, et de le bombarder avec un neutron pour le forcer à se casser en deux. Ok. Cette rupture, elle libère une énergie massive, mais le gros problème, c'est qu'elle génère en échange des éléments plus légers qui sont extrêmement radioactifs.
C'est hyper toxique et ça reste dangereux pendant des milliers d'années. Les fameux déchets. Dire. Et surtout, ça peut s'emballer en réaction en chaîne incontrôlable si jamais ton système de refroidissement en tombe en panne. Tu sais, l'analogie qui m'est venue en tête en lisant ça pour la fusion, c'est comme une carrière de pierre. Comment ça? Bah, tu prends une énorme masse en fer et tu frappes un rocher géant de toutes tes forces. L'impact est spectaculaire, il y a une libération d'énergie, c'est sûr, mais en éclatant, le rocher projette des dizaines d'éclats hyper coupants dans tous les sens, de manière aléatoire. Ouais, je vois. Et ces éclats mortels, c'est les déchets radioactifs. Exactement. Alors que la fusion, la logique est complètement inversée. C'est un peu comme si tu prenais deux grosses boules de pâte à modeler et que tu les écrasais l'une contre l'autre avec une force mais phénoménale. Elles finissent par fusionner pour faire une seule grosse boule. Et sans faire de débris. Voilà. Ça dégage une chaleur de dingue, mais t'as aucun éclat mortel projeté autour. Tout reste hyper propre et compact. C'est une super analogie. Et la mécanique de cette fameuse pâte à modeler atomique, elle est passionnante. Parce que pour la fusion, on n'utilise pas d'uranium. On utilise des trucs très légers. Généralement, c'est du deutérium. C'est quoi ça du deutérium? C'est un isotope naturel et non radioactif de l'hydrogène. On en trouve hyper facilement dans l'eau de mer, par exemple. Le but, c'est de forcer deux noyaux de deutérium à se fondre en un seul noyau d'hélium. Ça a l'air simple dit comme ça. Sauf que c'est là que la physique devient hardcore. Les noyaux atomiques ont tous une charge électrique positive. Et la règle de base de l'électromagnétisme, c'est que deux charges positives, ça se repousse violemment. Ah oui, comme deux aimants du même pôle. Exactement ça. Ça s'appelle la barrière coulombienne. Et pour vaincre cette force de répulsion de malade, il faut apporter une énergie cinétique colossale aux atomes. En gros, il faut les chauffer à des millions de degrés ou les faire accélérer à des vitesses dingues pour que le choc soit tellement fort qu'ils fusionnent. Donc ça demande une énergie de départ énorme. Voilà. C'est pour ça que ça produit pas de déchets à longue durée de vie et c'est pour ça que c'est considéré comme le saint graal absolu de l'énergie propre. C'est ce qui attire aujourd'hui des milliards d'investissements pour des trucs immenses comme le projet ITER dans le sud de la France. Ok, donc si on comprend bien que ce processus demande de vaincre des forces fondamentales de l'univers avec des températures imaginables, ça semble totalement fou d'associer ça au bricolage d'un ado dans sa chambre. C'est presque absurde. C'est ce gouffre qui rend les profils qu'on a étudiés si captivants. Et le premier point de bascule historique qu'on trouve dans nos sources, il remonte à 2008, avec l'histoire de Taylor Wilson. Ah, Taylor, quel parcours! Un jeune garçon de Texarkana, une ville un peu perdue entre le Texas et l'Arkansas. À seulement 10 ans, le gamin avait déjà transformé le garage familial en vrai laboratoire de chimie. Ses parents ont dû halluciner. Grave. Et ils ont très vite capté qu'ils n'avaient pas affaire à un hobby normal. Du coup, ils ont pris une décision radicale. Ils ont carrément déménagé toute la famille à Reno, dans le Nevada, juste pour qu'ils puissent intégrer la Davidson Academy, une école pour surdoués. Ce qui était vital pour lui, en fait. Il avait besoin d'un écosystème qui puisse supporter ce niveau d'ambition. Mais bon, même là-bas, il s'est heurté à un mur. Le fameux mur institutionnel. Oh oui, la confrontation avec le monde académique adulte. Dans les textes, il y a ce face-à-face vraiment mémorable avec le professeur Friedwart Winterberg. C'est pas n'importe qui, c'est un physicien théoricien de très haut niveau qui a été l'élève de Werner Heisenberg. Un des pères de la mécanique quantique, rien que ça. Exactement. Et les mots exacts du prof, quand Taylor, du haut de ses 13 ans, vient lui exposer son projet de réacteur à fusion, ils sont violents. C'est quoi la citation déjà? Le prof explose de colère et lui sort « Vous avez 13 ans !» et vous voulez jouer avec des dizaines de milliers de volts d'électrons et des rayons X mortels. Waouh, c'est chaud. C'est un rejet hyper frontal basé uniquement sur l'âge du gamin. Et ça pose vraiment la question de l'autorité scientifique qui fait un peu la police en refusant d'admettre qu'un tel génie puisse exister sans diplôme. Après, soyons honnêtes, la réaction du prof s'explique quand même. Les sources précisent bien qu'il y a un danger de mort réel avec la haute tension. Oui, 30 000 volts, si tu fais une mauvaise manip, c'est fini. Et le dogme scientifique de l'époque, c'était de dire que le cortex préfrontal d'un enfant de 13 ans n'est tout simplement pas assez développé pour gérer ce niveau de stress et de risque. Physiologiquement, ça se défend. Mais Taylor, lui, il a refusé d'écouter ça. Il a continué à chercher des gens pour l'aider et il a fini par convaincre 2 menteurs décisifs à l'université du Nevada. Le prof Ronald Phaneuf et Bill Brinsmead, le technicien, c'est ça là? C'est ça. Ces 2 adultes ont fait un choix hyper rare. Ils ont évalué les connaissances réelles du garçon plutôt que de regarder sa date de naissance et lui ont ouvert les réserves d'université.
Et c'est là qu'il a trouvé sa fameuse chambre à vide. Oui, une grosse chambre en acier inoxydable, la pièce maîtresse de son projet. Le résultat donne le vertige. À 14 ans, dans ce labo universitaire, Taylor Wilson réussit à assembler son réacteur et il confine un plasma qui atteint la température délirante de 500 millions de degrés Celsius. C'est genre 40 fois la température à la surface du Soleil, c'est fou. 40 fois, ouais. Ça l'a propulsé super loin. Il a gagné le prix scientifique d'Intel et il a même été repéré par le milliardaire Peter Thiel. Celui de la tech. Ouais. Thiel lui a filé une bourse de 100 000 $, mais avec une condition hyper provocatrice. Il devait refuser d'aller à l'université pour se consacrer à 100% à ses recherches. Quel pied de nez au système académique. C'est clair. Et avant même d'avoir l'âge légal pour boire une bière aux États-Unis, Taylor conseillait le département de la sécurité intérieure sur les technos de détection nucléaire dans les ports. Ce parcours pose vraiment un premier jalon essentiel. Un enfant est intellectuellement capable de maîtriser la physique de la fusion. Mais, faut quand même nuancer. Ouais, pourquoi? Parce que Taylor, il a eu besoin de l'université. Il lui fallait la structure, le matos lourd, le parrainage. Il n'a pas fait ça tout seul dans sa chambre. La vraie rupture, la vraie démocratisation, elle arrive 10 ans plus tard. Ouais. Quand la chaîne d'approvisionnement mondiale a changé la donne. Exactement. On passe du labo verrouillé en 2008 au simple panier virtuel en 2018. Ce qui nous ramène à notre ado du début, Jackson Oswald, à Memphis. En fait, Jackson a lu l'histoire de Taylor. Et sa réaction est géniale. C'est tellement une réaction d'ado. Il s'est dit « Ok, c'est stylé, mais je parie que je peux le faire en étant encore plus jeune. » L'ego de préado dans toute sa splendeur. Sauf que lui, il n'avait pas d'université sous la main. Du coup, sa solution, il s'est tourné vers le plus grand marché du monde, eBay. Ce que je trouve fascinant dans la méthode de Jackson, c'est son pragmatisme. Il a utilisé Internet comme une bibliothèque technique gigantesque. C'est là qu'il a rejoint Fuseur.net. Ce fameux forum. Ouais, c'est un forum open source un peu légendaire. T'y trouves des physiciens à la retraite, des bricoleurs de génie, tous en train de documenter comment construire des petits réacteurs. C'est ouf que ça existe quand même. Totalement. Et Jackson a croisé les plans, il a fait sa liste de courses, des pompes à vide industrielles d'occasion, des transformateurs au néon, des valves, du deutérium. Ses parents ont mis environ 10 000 $ sur la table. C'est un beau billet, mais pour un réacteur nucléaire, c'est donné. C'est clair. Et ils ont accepté que la salle de jeu se transforme en décor de film de SF des années 70. L'analogie qui saute aux yeux quand on lit ça, c'est vraiment l'histoire de l'informatique personnelle. C'est vrai, il y a un gros parallèle. Dans les années 70, pour faire tourner un programme, il te fallait un ordi de la taille d'une pièce entière, qui appartenait à l'armée ou à une fac. Et puis, t'as eu les microprocesseurs, les composants vendus par correspondance, et des passionnés genre le Homebrew Computer Club de Steve Jobs et Wozniak, qui soudaient des cartes mères dans leur garage. C'est la naissance du PC, ça. Exactement. Et Fuseur.net, c'est ni plus ni moins que la même trajectoire, mais appliquée à la physique nucléaire. Une décentralisation brutale du savoir. Et le parallèle avec l'informatique va encore plus loin. La validation de l'exploit de Jackson, elle s'est faite par la communauté. Pas par une revue scientifique. Non, c'est pas l'UFBI qui a certifié sa réussite. La preuve scientifique, elle a été analysée par Richard Hull, un des administrateurs de Fuseur.net. Le comité de lecture d'Internet. C'est ça. Le forum exige des preuves formelles, des relevés de neutrons, des journaux de bord hyper précis pour t'accorder le titre de fusionneur. Ça me bluffe, mais ça soulève forcément une question hyper technique. Quand tu regardes les schémas sur le forum, ça a l'air presque trop simple. Comment un assemblage de pièces d'occasion à 10 000 balles peut reproduire la température d'une étoile? Alors si on décortique le fuseur, qui est basé sur les travaux de Philo Farnsworth, d'ailleurs, le mec qui a inventé la télé. Ah ouais? Ouais. Le même mec. Ouais. En gros, c'est avant tout une histoire de vide et d'électricité. La première étape, c'est de vider entièrement la sphère en acier de tout son air. Parce que sinon, quoi, ça bloque la réaction. S'il reste de l'oxygène ou de l'azote, les atomes de deutérium vont juste s'écraser sur ces molécules d'air au lieu de se percuter entre eux. Donc la pompe à vide, elle nettoie l'autoroute, on va dire. Ok, donc on fait un vide quasi parfait. Voilà. Et une fois purgé, on injecte une toute petite quantité de gaz deutérium à très basse pression. Et c'est là que le fameux transformateur haute tension rentre en jeu. Les 50 000 volts. C'est ça. La sphère métallique extérieure, elle est chargée positivement, c'est l'anode. Et au centre géométrique, tu as une petite grille métallique, souvent en tungstène, qui est chargée négativement avec les 50 000 volts. Et donc, quand tu balances cette tension extrême, ça vient carrément arracher les électrons des atomes de deutérium, c'est ça? Exactement. Le champ électrique est tellement intense que le gaz se transforme en plasma, le fameux 4e état de la matière. Les noyaux de deutérium y sont alors chargés positivement. Et comme la grille au centre est négative, Bingo.
Ils sont violemment attirés vers le centre depuis toutes les directions. Et la beauté du truc de Farnsworth, le confinement inertiel électrostatique, c'est que la grille est presque vide. Les mailles sont larges. Donc les ions passent à travers sans toucher le métal. Ouais, ils passent à travers à des vitesses de malade et ils se percutent de plein fouet pile au centre de la sphère. L'énergie cinétique est tellement immense qu'ils franchissent la fameuse barrière coulombienne et paf, fusion. Ça libère l'énergie et ça éjecte les neutrons. Des neutrons que les ados détectent ensuite avec leur compteur Geiger à l'extérieur de la cuve. Ça fait carrément frissonner quand tu repenses au fait que ça se passe dans une salle de jeu. Produire un plasma stellaire, bombarder du tungstène avec 50 000 volts, générer des rayons X, franchement, la panique du FBI se justifie. C'est sûr que ça fait peur. Mais pourtant, les documents insistent lourdement sur la sécurité inhérente du fuseur. Pourquoi c'est sans danger, du coup? Déjà, les lois de la physique protègent l'utilisateur. Les parois en acier de la cuve absorbent les rayons X, et pour les neutrons, le flux est très faible à cette échelle. Il suffit de s'éloigner de quelques mètres pour être tranquille, la règle du carré inverse. Ok, mais si ça tourne mal? Si ça s'emballe? C'est là le coup de génie. Contrairement à la fission, un fuseur c'est sous perfusion énergétique. Il n'y a pas de réaction en chaîne. Si le gamin panique ou qu'il y a une fuite, il suffit de faire un geste très bête. Débrancher la prise murale. Exactement. Tu débranches, la tension tombe à zéro, le vide part, le plasma s'éteint instantanément. Il n'y a pas de corps brûlant qui met des mois à refroidir. Non, ça s'arrête net. Mais cette sécurité absolue, elle cache une réalité un peu moins glamour concernant le rendement de ces machines. Ah, la question de l'énergie produite. Parce que oui, j'ai vu dans les sources qu'en 2022, le labo Lawrence Livermore a fait les gros titres en atteignant l'ignition. Ouais, avec leur laser géant. Ils ont enfin produit plus d'énergie qu'ils n'en ont consommé. Sauf que nos ados, avec leur fuseur, le bilan est désespérément négatif. La machine engloutit une électricité dingue par rapport à l'énergie minuscule libérée par les atomes. On est d'accord ? Du coup, on pourrait se dire, bon, c'est juste un projet de techno de luxe, quoi. Un super jouet très cher, mais inutile. Sauf que ce serait une énorme erreur d'interprétation. En fait, le rendement est négatif à cause d'un truc qu'on appelle la perte par conduction. Les ions rentrent souvent en collision avec la grille en tungstène au lieu de se percuter entre eux. Ça chauffe le métal et ça sert à rien. C'est le défaut de conception de Farnsworth. C'est pour ça que ça sera jamais une centrale électrique commerciale. Mais de là à appeler ça un jouet, c'est absurde. Parce que la fusion est réelle. Absolument réel. Les neutrons éjectés de la machine, c'est pas une simulation ou une erreur de calcul. C'est le produit tangible d'une vraie fusion nucléaire. Les atomes ont vraiment fusionné sur un établi en bois au milieu des Legos, quoi. Et le fait d'accepter que c'est de la vraie physique, ça pousse à se demander ce qui motive ces enfants. Construire ça, c'est des centaines d'heures de calculs arides, des fuites de vide introuvables, des échecs à répétition. Pourquoi un préado s'inflige ça? Et c'est là que les sources très récentes deviennent fascinantes. Il y a un article qui est sorti il y a genre 2 jours, en mars 2026. Oui, sur l'histoire d'Aidan Macmillan. Voilà, ce jeune Texan de 12 ans est en train de monter son propre fusor. Mais contrairement à Jackson Oswald, il fait pas ça isolé dans son garage. Il est dans un cadre structuré, le Launchpad Incubator. Un incubateur pour ados de la tech, quoi. C'est ça. Et le cas d'Aiden marque un tournant. C'est plus juste la curiosité technique ou le défi personnel pour voir si on peut casser la matière. Selon l'article, Aiden est obsédé par la fusion depuis l'âge de 8 ans, avec un but hyper précis. Résoudre la crise climatique. Exactement, le discours a changé. L'évolution de cette motivation est super poignante, je trouve. Taylor Wilson, c'était le défi pur. Et aujourd'hui, avec Aiden, on sent le poids de l'anxiété générationnelle. Cette génération grandit avec des rapports du GIEC apocalyptiques. Pour eux, maîtriser l'énergie des étoiles, c'est pas juste pour se la péter sur un CV universitaire. C'est de la survie. Ils s'attaquent à ces défis monumentaux parce qu'ils voient bien que les adultes et les institutions n'arrivent pas à régler le problème assez vite. Et ça met en lumière le facteur peut-être le plus vital de toute notre analyse, l'entourage. Derrière la réussite technique de ces 3 garçons, il y a des parents qui ont pris des décisions courageuses et franchement coûteuses. Ouais, déménager dans le Nevada, payer 10 000 balles de matos sur eBay, inscrire son gamin dans un incubateur. C'est une constante. Ces jeunes esprits ont pu exploser parce que les adultes ont agi comme des facilitateurs, pas comme des censeurs. Face à des câbles haute tension, l'instinct parental basique de dire « touche pas à ça, tu vas mourir » a été mis de côté pour nourrir une curiosité exceptionnelle. Et quand on regarde la timeline, l'accélération de cette démocratisation donne le vertige. Taylor réussit à 14 ans dans un labo universitaire en 2008. 10 ans plus tard,
Jackson le fait à 12 ans, dans sa salle de jeu avec eBay. Et aujourd'hui, Hayden, à 12 ans, est dans un incubateur pour sauver le climat. Ça balaye totalement l'idée qu'il faut avoir un certain âge ou des diplômes pour manipuler des concepts de pointe. Et ça invite à une sacrée remise en question, non? Tom Kleins, le journaliste, il le disait déjà à propos de Taylor. Combien de cerveaux dans le monde ont exactement le même potentiel que Jackson ou Hayden, mais finissent étouffés par une école ou des parents qui n'ont pas les moyens ou la vision de soutenir cette étincelle? C'est la vraie question. On vote des budgets colossaux pour des méga-projets énergétiques. Et pendant ce temps, ces gamins prouvent que l'innovation de rupture peut naître dans un garage avec un budget dérisoire. La solution à la transition énergétique, elle est peut-être là. Pas dans la taille des réacteurs, mais dans notre façon de repérer et d'éduquer les esprits anticonformistes dès l'enfance. C'est clair qu'on doit repenser tout ça. Le constat final, il est limpide. La prochaine révolution sortira pas forcément du MIT ou d'Harvard, et ça laisse songeur pour la suite. Si aujourd'hui, un gamin de 12 ans, avec la carte bleue de ses parents, peut recréer un plasma stellaire confiné, qu'est-ce qui va se passer dans les années 2030? Avec l'IA et la robotique, Ça va être dingue. ça va être dingue. Quand les intelligences artificielles d'ingénierie et les bras robotiques de précision seront devenus open source et abordables, si le nucléaire est déjà dans les chambres d'ado, ce que ces cerveaux juvéniles libérés des contraintes matérielles vont pouvoir bâtir demain, ça dépasse vraiment tout ce que la science-fiction a imaginé. On est seulement à l'aube de ce phénomène. L'avenir appartient clairement aux bricoleurs de l'impossible. Voilà de quoi nous faire réfléchir. C'est tout pour cette plongée fascinante. Merci de l'avoir explorée avec moi. Merci, c'était passionnant.